Alors, avant que nous n'ouvrions officiellement cette séance du Conseil municipal, j'ai le plaisir d'accueillir en votre nom Monsieur François Delannoy, qui est ici à ma droite, en sa qualité de président de l'Association régionale des malades et transplantés hépatiques, Transhépat Hauts-de-France, et qui représente l'Association nationale Greffe Plus. En effet, comme vous avez pu le voir, en consultant votre dossier du Conseil municipal, nous allons examiner une délibération dont nous avions déjà parlé il y a de nombreux mois ensemble, autorisant la ville à adhérer au réseau Ville ambassadrice du don d'organes et à signer la charte correspondante. Avant que nous nous prononcions sur cette délibération, et parce que la cause qui est défendue est noble, nécessite aussi d'y sensibiliser autant qu'il est possible le public, j'ai proposé à M. Delannoy de prendre la parole en préambule de ce conseil municipal afin de nous en exposer les enjeux. Je vous passe donc la parole, Monsieur François Delannoy, et je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Bien, merci Monsieur le maire. Merci au conseil municipal de m'accueillir. Donc, je me présente, François Delannoy, je suis donc vice-président des transplantés hépatiques Hauts-de-France, donc Transhépat Hauts-de-France. J'ai été greffé il y a 2 ans maintenant d'une greffe hépatique, bien évidemment. Et je suis mobilisé au niveau de l'association pour parler du don d'organes, parce que le don d'organes, c'est quelque chose que tout le monde a entendu parler, sauf qu'il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ce sujet, et je voulais justement en débattre avec vous. S'il vous plaît. Le don d'organes, en quelques mots, c'est quoi? On est tous donneurs. Soit. Donc, on est tous donneurs, mais il y a un mot dans la loi qui est présumé donneur. Donc, ce qui veut dire que ce ne sont pas vous, ou c'est vous, qui allez décider si le défunt, vous allez partager ses organes ou pas. Bien évidemment, il y a les gens qui refusent de donner leurs organes. Donc, pour cela, il y a plusieurs solutions. Il y a s'inscrire sur le registre des refus, qui est national. Il y a à peu près 500 000 personnes, même pas aujourd'hui, qui est inscrite au niveau national. L'avoir dit à ses proches ou l'avoir noté quelque part pour que les proches puissent retrouver rapidement le document. Donc, qui va prendre la décision? Ce sont vos proches. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dit que vous étiez donneur, toute interrogation sera sur leurs épaules. Ce qui veut dire que dans une démarche qui est assez frustrante, puisqu'on vient vous apprendre que vous avez un proche qui est décédé, et 2 heures après, on va vous demander s'il avait émis un refus ou s'il était d'accord pour donner ses organes. Je peux vous dire que l'effet qui se coule dans ce genre de choses est assez difficile à vivre. Donc ne pas oublier que le don d'organes, c'est gratuit et c'est anonyme. S'il vous plaît. Le don d'organes en quelques chiffres, c'est pas beaucoup, c'est 6 000 greffes par an, tout organe confondu. Donc 6 000 greffes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour être donneur, c'est une mort encéphalique. Tout le monde ne veut pas être donneur. C'est un état qu'il faut avoir, et donc c'est une mort encéphalique ou un arrêt thérapeutique parce qu'on a une commotion cérébrale trop importante ou on a un non-retour. Donc la mort n'est pas décidée tout de suite, mais déclarée tout de suite, mais ça peut être dans quelques jours ou quelques heures qui suivent. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup, 6 000 greffes. L'année dernière, les chiffres de l'ABM, l'agence de biomédecine, nous a annoncé qu'il y avait à peu près 3 600 donneurs recensés en France. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. À ça, on arrive à faire quand même 6 034 greffes. Pourquoi? Parce que on n'en a pas plus, parce qu'il y a un taux de refus important. Le taux de refus aujourd'hui national est à peu près à 37%, un petit 37% de taux de refus. Au niveau régional, on est à 40%. On a eu très peur en début d'année parce qu'on était monté à 52, donc là on a réduit un peu effectivement le taux, avec des disparités quand même, puisque en Bretagne ils sont à moins de 25%, en Corse aussi, et on a des villes qui sont proches de nous, Roubaix-Tourcoing, on est à 55% du taux de refus, et région parisienne pareil, on est à plus de 50% de taux de refus.
À ça, il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui décèdent. Il y a 2 à 3 personnes qui décèdent par jour, qui sont en manque d'organes. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut irriguer, il faut vraiment l'abolir. Donc il faut militer pour faire baisser ce taux de refus. Et à savoir qu'il y a plus de 22 000 personnes qui sont sur liste d'attente. Donc vous voyez le delta entre les gens qui sont en attente et le nombre de greffes réalisées. Donc il est essentiel de faire baisser ce taux de refus. Pour ne pas aller plus loin, je vais vous faire passer un petit film qui résume un petit peu, qui résume bien d'ailleurs, le process un peu du don d'organes. Et c'est un film de sensibilisation qui a été fait par le CHU de Grenoble. Donc on va pouvoir, et on en reparlera un petit peu après. S'il vous plaît. Salut, je sais que le titre du film vend du rêve, mais je suis désolée. Je vais devoir plomber l'ambiance directe. Je suis morte ce matin à 10h54. Je m'appelais Emma et j'avais 19 ans. J'habitais pas loin de Grenoble où j'avais passé toute mon enfance. J'étais étudiante en psychologie et j'attaquais ma 2e année. Je jouais de la basse depuis le lycée et je venais d'intégrer un groupe de rock. J'avais une sœur et des parents carrément cool, avec qui je m'entendais super bien. Plein de potes et un petit ami depuis pas longtemps. J'avais des projets plein la tête et une furieuse envie de changer le monde. Mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. À me voir comme ça, on dirait pas que je suis morte. J'ai encore le teint frais et mon cœur bat toujours. Mais mon cerveau ne répond plus et ne répondra plus jamais. Ce sont ces machines qui me permettent de respirer. Je suis dans un état de mort encéphalique, appelé aussi mort cérébrale. Salut, sas de désert, j'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de mort arrive très rarement. Ça représente à peine 1% des cas de décès à l'hôpital. Ça peut arriver suite à des traumas crâniens, des noyades, des AVC et d'autres types d'accidents qui peuvent te détruire le cerveau. Mais je suis pas là pour te parler de comment je suis morte. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux te raconter, c'est comment j'ai sauvé des vies. Après. À mon arrivée à l'hôpital, j'ai été accueillie par l'équipe de réanimation. Ils ont lancé des tas d'examens pour voir s'ils pouvaient me sauver. Ils ont tout tenté, mais c'était déjà trop tard pour moi. Ils sont arrivés à la conclusion que mon cerveau était mort. C'est pas vraiment un scoop, mais sans cerveau, on peut pas vivre, malgré tout le reste. Alors lorsqu'une personne se trouve dans mon état, les médecins peuvent lancer une procédure de don d'organes. Je le savais pas, mais en France, il y a environ 25 000 personnes qui sont en attente d'un don d'organes pour pouvoir vivre mieux, plus longtemps, ou vivre tout simplement. Et ben moi, je pouvais en aider 6 ou 7. Ouais, je sais, c'est dingue. Un mort qui peut sauver 7 vies. La raison principale qui me pousse à te raconter mon histoire, c'est qu'on est tous potentiellement donneurs d'organes à notre mort. Là où ça coince, c'est que très peu de gens se posent la question de ce qu'ils voudraient faire de leurs organes s'ils mourraient. Normal. Moi-même, je pensais pas à ça quand j'étais en pleine forme. Donc bien sûr, tu le vois venir, je n'avais rien dit à ce sujet. Ni à mes parents, ni à ma sœur, ni à personne. Eh ben, je vais encore te balancer une évidence, mais le problème, quand on est mort, c'est que c'est trop tard pour donner son avis. Et c'est toujours pour ceux qui restent que c'est le plus difficile. Voilà, c'est le moment où ma famille apprend que je suis morte. Je sais, c'est chaud, mais accroche-toi, c'est pas fini. À la suite de ça, l'infirmière coordinatrice demande à ma famille si je m'étais exprimée sur ma volonté de donner ou non mes organes après ma mort. Mais bim, t'imagines la prise de tête énorme que ça ajoute à l'instant présent? Alors que mes parents et ma sœur sont sous le choc et qu'ils doivent commencer à surmonter l'insurmontable, ils doivent en plus se demander ce que j'aurais souhaité faire de mes organes à ma mort. C'est pas fou ça? L'infirmière les rassure en leur précisant que mon corps leur sera rendu comme si de rien n'était pour mes funérailles, comme après une opération.
Elle les accompagne du mieux qu'elle peut, mais là, ma famille est complètement à l'ouest. Elle n'écoute qu'à moitié. Ma sœur était sûrement la personne qui me connaissait le mieux. Je suis sûre que quelque part, au fond d'elle, elle sait ce que j'aurais voulu. Mais merde, si j'avais su, j'aurais pu lui en parler avant pour qu'elle n'ait pas à se poser cette question. Pour certaines familles, dans une telle situation, c'est vraiment très difficile d'imaginer ce qu'aurait souhaité la personne décédée. Mais dans mon cas, ma famille a dit oui. Ils ont dit oui parce qu'ils savaient que j'aurais voulu donner un sens à ma mort en sauvant d'autres vies. Là, l'infirmière les rassure une nouvelle fois. Ils peuvent rentrer à la maison, se reposer et reprendre des forces. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du prélèvement, elle va s'occuper de moi et s'assurer de tout. Quand tout sera terminé, elle les appellera. À partir de là, ça va tellement vite. Les médecins le savent. 4 heures pour greffer un cœur, 6 heures pour les poumons, 8 heures pour un foie, 18 heures pour les reins. Ça se passe comme dans un film d'action. Des taxis, des trains, des avions, des sirènes, des spécialistes en costume. Une course contre la montre pour sauver des vies. Et tu sais quoi? L'héroïne, c'est moi. Et mes acolytes, c'est eux. Normalement, personne ne sait jamais qui est le donneur et à qui vont les organes. Ça reste confidentiel pour plusieurs raisons. Mais là, pour le film, et parce que franchement, ça fait 5 minutes que je te sens tendu, se dire qu'on a sauvé une personne à Lyon, une autre à Bordeaux, et prolongé l'espérance de vie de 3 personnes à Dijon, Nancy et Marseille, c'est quand même pas mal pour une fille de 19 ans partie trop tôt. Alors on va pas se mentir, j'aurais préféré vivre ma vie, mais bon, sur ce coup-là, j'ai pas trop eu le choix. Alors quitte à partir en avance, autant finir en beauté. Donc voilà, je voulais te raconter comment j'ai sauvé des vies. Voilà, on reste un peu dubitatif devant ce genre de film. Donc, il faut améliorer la situation, effectivement, du refus du don d'organes. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que nous, association de greffés, alors moi je parle au nom de Transépat, mais on s'est tous regroupés, donc Cardiogreffe, France Rein, Maris pour la vie, on a aussi Grégory Le Marchal qui nous ont rejoints, sous un collectif qui s'appelle le collectif Greffe Plus. Pourquoi nous sommes regroupés sous ce collectif Greffe Plus? C'est pour avoir une unité, pour créer un même discours, pour créer un même chemin et un même langage. Donc, on a lancé le ruban vert. Donc, le ruban vert, je vous ai mis, j'ai vu que certains l'avaient déjà arboré. Le ruban vert, on espère que demain, il soit aussi connu que le ruban rouge ou actuellement la campagne du ruban rouge. Donc on a besoin effectivement d'en parler, que ça soit visible, que les gens se posent la question c'est quoi le ruban vert et pourquoi on milite pour cette cause. Alors, faire la promotion du ruban vert, c'est très important pour que les gens puissent se poser la question entre eux. Et puis aussi pour qu'on puisse démystifier le don d'organes, parce que le don d'organes, c'est quelque chose, tout le monde dit je suis donneur. L'ABM fait des sondages régulièrement. L'année dernière, 80% des gens disaient oui, moi je suis pour le don d'organes. Voilà. Vous voyez les faits. Aujourd'hui, on a 40% de taux de refus.
Donc, si ça pouvait être vrai, les 80%, on serait ravis. Donc, il faut lutter contre les idées reçues. Il n'y a pas de limite d'âge pour donner. Le plus vieux donneur, 95 ans, a donné son foie et ses 2 reins. Mais évidemment, on ne va pas les greffer des personnes qui ont 15 ans, mais des personnes qui sont pour les reins, par exemple, dialysées à 75 ans, on vous remet un rein, plus de dialyse, vous avez vraiment une seconde vie. La maladie, faites abstraction de tout ce qui est maladie. Beaucoup de gens disent non, mais je suis malade, de toute façon je ne pourrais pas donner. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le quorum de médecins. Aujourd'hui, la chimie fait énormément de progrès. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un cancer, on pourrait lui prendre d'autres organes que l'organe atteint. C'est faisable. Le don d'organes et le don du corps à la médecine, c'est aussi 2 choses complètement différentes. Le don d'organes, il y a un respect du défunt, il est opéré comme moi je l'ai été, avec les mêmes exigences, les mêmes soins et un véritable respect. C'est pas comme le don d'organes, le don du corps à la médecine, où là effectivement, si vous revoyez le corps, c'est 2 ans après dans une petite boîte à chaussures, si tout va bien. Donc il faut en parler autour de soi, c'est ça. Que les gens se posent la question, qu'ils en parlent, qu'ils donnent leur avis. Donc il est important de donner l'avis, de votre avis à vos proches, mais surtout aussi de recueillir leur avis. Donc pourquoi on a besoin de vous? C'est pour avoir une visibilité, que les gens se posent la question. On a besoin de vos moyens de communication, on a besoin de vos espaces publicitaires, on a besoin, vous, mairie, d'action. On peut avoir des semaines de la santé, des choses comme ça à lesquelles on peut participer. On a besoin d'une visibilité totale et c'est pour ça qu'on s'est regroupé sous ce collectif pour faire parler du ruban vert. On n'a malheureusement que 2 journées par an qui nous sont consacrées. C'est le 22 juin au niveau national et le 17 octobre au niveau mondial. Donc on n'a qu'une journée malheureusement. On a besoin de sensibiliser les jeunes, on a besoin de sensibiliser même les personnes plus âgées. On a besoin de faire aussi un point sur les religions. Il n'y a aucune religion qui interdise le don d'organes aujourd'hui. Et on a besoin de parler aussi du don de moelle osseuse, qui n'est pas un don d'organes, mais qui est un don d'organes, mais qui n'est pas un don d'organes solide. Donc pour ça, on a les moyens qu'on peut vous mettre à disposition, s'il vous plaît. Donc j'ai proposé à Monsieur le maire que vous soyez ville ambassadrice et de pouvoir installer, pour avoir cette visibilité, entre autres permanente, mettre des panneaux comme ceci dans la ville, qui permettent effectivement aux gens qui les lisent de se poser la question. Parce que le but c'est ça, c'est de créer un dialogue en famille et de créer un dialogue avec ses proches. Donc ce n'est pas un sujet facile, ce n'est pas un sujet qu'on aborde le dimanche après-midi avec toute sa famille après le repas dominical ou après la messe. Donc voilà, donc on a besoin que les gens puissent en parler, on a besoin que les gens donnent leur avis, prennent l'avis de leurs proches. C'est beaucoup plus facile après s'il arrive un accident. Aujourd'hui, vous avez 5 fois plus de chances d'être greffé que d'être donneur. Vous voyez, donc soyons humbles par rapport à ça. C'est vraiment un geste d'altruisme complet. Il faut vraiment qu'on puisse faire avancer, faire reculer le taux de refus en France. C'est quelque chose d'important. C'est tout. Si vous voulez bien. Merci vous, monsieur. On a besoin de vous. Merci beaucoup, monsieur Delannoy. Je pense effectivement que c'est une démarche extraordinaire que vous faites auprès de nous aujourd'hui, en nous faisant vraiment toucher du doigt une réalité à la fois particulièrement bouleversante, mais également profondément humaine. On a envie de s'engager à vos côtés. Vous savez que la presse s'est fait l'écho des villes qui sont ambassadrices du don d'organes. Un récent article faisait état de 60 villes pour le Nord et le Pas-de-Calais. Rien que dans le Nord, il y a 647 communes. Donc bon, c'est vous dire si le travail est important, si l'enjeu est important. On a tous autour de soi des gens qui sont... Moi, j'ai un ami très proche qui me parle souvent de son attente d'une greffe de rein qui est pas évidente à obtenir. Et donc, on pense à tous ceux qui sont dans cette attente, bien évidemment. On va essayer de vous aider. Moi, en tant que président des maires du Nord, je vais essayer aussi de mobiliser davantage les communes du département du Nord, parce que c'est
c'est un enjeu tellement noble, important et beau. Donc voilà, je vous remercie infiniment. On fera tout ce qu'il faut pour effectivement communiquer et puis rendre visible ce panneau que vous nous invitez à mettre à l'entrée de nos villes. On va en parler tous ensemble. Et effectivement, on a 750 villes en France aujourd'hui qui sont passées ville ambassadrice du don d'organes. Sur 36 000 communes. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est sur le sujet et ça avance assez vite. Malheureusement, pas suffisamment, mais bon, voilà. On y arrive tout doucement. On s'était revu notamment au congrès des maires de France. Et vraiment, vous êtes des gens particulièrement investis et concernés. Donc, merci beaucoup à vous de cette présentation. Merci infiniment. Merci. Et dans notre débat, nous allons voter la délibération. Merci beaucoup. Voilà. On peut vous applaudir, je crois. C'est pas ça. Comme vous voulez. Allez-y, allez-y, allez-y. Bien, après cette présentation, je vais donc déclarer ouverte la séance du Conseil municipal de ce 25 mars 2025. Je vais d'abord procéder à l'appel. Donc Bernard Gérard présent, Loïc Catelin, présent, Émilie Boulet. Alors Pierre Verlet est excusé, donner pouvoir, je ne sais plus à qui, enfin on me le dira, puisqu'il devait être là tout à l'heure, mais il m'a téléphoné et il ne pouvait pas venir ce soir. Valérie Duparc, Nicolas Papiachvili, Françoise Goub, Pascal L'Herbier, Catherine Jonquet, Alain Chastan, Didier Hélard, Marie-Pierre Jansens, Jean-Louis Munch, Valentine Acroute, elle va arriver, elle est un petit peu en retard. Annie Delobel est excusée. Didier Lemaître, Marc Delory, Pascal Hubert, François Rocher, Janine Chaffier, Pierre-Alain Auberger, Éric Gillet, Béata Janssen, Patricia de France, Marie Comtois, Véronique Savignac, Jérôme Dallongeville, Valérie Barre, Valérie Denaison, Véronique Ardouin est excusée à donner pouvoir à Patricia de France, Augustin Huglot, Raphaël Charpentier, Louis Randoux, Stéphane Defamille, Philippe Crépel, Laurent Séaille, Odile Vidal-Sagné, Alain Valde, Denis Tonnel. Donc je constate que le quorum est atteint et que le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Je vous propose de désigner Louis Randoux comme secrétaire de séance, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Et donc, le premier point, c'est l'adoption des procès-verbaux des conseils municipaux des 26 novembre et 17 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des observations sur ces deux procès-verbaux? Pas d'observation. Bien, les décisions municipales appellent-elles des observations? Monsieur Crépel. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous souhaitons intervenir, comme nous l'avons déjà fait lors de précédents conseils, sur deux types de décisions. Nous souhaiterions, eu égard à l'importance de la somme, et même si cela est du ressort du maire uniquement, que le renouvellement des placements soit soumis à délibération du conseil municipal, puisqu'il y a une nouvelle délibération pour un placement de 5 millions d'euros. Ensuite, les évolutions tarifaires des prestations municipales passent à nouveau en décision. Ces décisions ont de l'importance pour les Marquois et les Marquoises qui sont soumis à ces dites prestations.
Notre groupe souhaiterait qu'à l'avenir, toutes les évolutions tarifaires passent en délibération pour permettre un minimum de débat sur les choix proposés d'évolution tarifaire par la majorité. Merci. Merci, monsieur. Ils sont cadrés, les évolutions. Oui. Vas-y, dis-le toi-même. Simplement, vous savez, c'est comme au Parlement où il y a, et le gouvernement, il y a ce qui est du domaine réservé de la loi, du législatif, du Parlement et le domaine réglementaire. En fait, là, c'est la même chose et tout ça est très fortement encadré. Par exemple, sur les évolutions tarifaires, je ne sais plus quel pourcentage il y a, mais on ne peut faire évoluer les tarifs que dans un certain pourcentage. Si on allait au-delà, il y aurait bien évidemment une délibération. Voilà, ça fait partie des prérogatives de la municipalité et à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de le faire basculer sous le vote, sous la délibération du conseil municipal. Et bon, en ce qui concerne donc, il n'y a tout pas. Ça est transparent. Oui, tout à fait. Mais bon, on peut poser les questions qu'on veut. Ça n'entraîne pas de débat, nos décisions, mais c'est normal qu'on demande une explication. Il n'y a pas de problème. Monsieur Pascal Lhermier, peut-être une précision sur ce placement. Le placement, il est effectué auprès de la trésorerie, donc l'argent était là. La trésorerie, on leur a demandé si effectivement, compte tenu de l'inflation, il y avait la possibilité d'avoir un intérêt. Ils nous ont répondu non dans un premier temps et puis oui dans un second temps. Donc aujourd'hui, on se félicite depuis le 1er mai 2023 d'avoir pu placer par morceau de 3 mois, 6 mois et des 5 millions d'euros qui va ici à la date anniversaire, on va dépasser les 600 000 euros d'intérêt obtenus sur 2 ans. Voilà, merci de ces précisions. Bien, donc puisqu'il n'y a pas d'autres demandes, on va donc prendre acte plus exactement de la communication des décisions conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Il s'agit de prendre acte. Voilà. Merci à vous. Nous allons passer donc maintenant aux délibérations proprement dites. Bon, la première délibération concerne effectivement la discussion que nous venons d'avoir avec Monsieur Delannoy sur la signature de la charte de ville ambassadrice du don d'organes. Et donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, bien mieux que je ne saurais le faire, mais je pense qu'on ne peut que s'honorer de rejoindre le réseau des villes ambassadrices du don d'organes. Et donc, si vous en êtes d'accord, nous allons voter cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Unanimité, c'est ça? D'accord. Merci beaucoup. La deuxième délibération concerne la politique de la ville et donc je passe la parole à Loïc Catelin pour expliquer les délibérations qui concernent ce point. Ah non, il y a d'abord la signature d'une convention armée et collectivité. Voilà, pardon. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, donc ce premier rapport vise à autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec l'armée, voilà, et notamment pour que la ville puisse apporter tout son soutien au personnel militaire, mais également au personnel civil du ministère de la Défense. Voilà, sur le département du Nord, ça représente 3000 civils et militaires du ministère des Armées, soit près de 7000 personnes avec leurs familles. Je crois que cette convention, elle prend tout son sens dans l'actualité qui est la nôtre aujourd'hui, parce que l'armée aujourd'hui nous sollicite parce qu'elle a besoin de nous, mais j'ai envie de dire, c'est surtout nous, Français, qui avons besoin d'avoir une armée qui soit pleinement efficiente. Donc cette convention suit plusieurs objectifs que je vais vous citer, comme favoriser l'attractivité du territoire et la condition militaire en soutenant la vie du personnel des armées et de leurs familles. C'est par exemple faciliter l'accès au logement du personnel des armées, faciliter l'accès à l'emploi des militaires en reconversion. C'est aussi faciliter la scolarisation des enfants du personnel des armées,
Il propose également de développer la force morale de la jeunesse, par exemple avec la transmission de la mémoire, sur lequel nos associations d'anciens combattants font déjà un très beau travail dans les écoles marquoises. Entretenir le lien armée-nation et contribuer à la diffusion de l'esprit de défense en facilitant l'engagement dans la réserve des armées. Et puis, enfin, développer des actions mutuelles pour favoriser les politiques du développement durable. Voilà, tel est l'objet de cette convention. Très bien. Est-ce qu'il y a des observations? Bien, nous allons voter. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie pour cette unanimité. Merci pour eux. La délibération suivante, Monsieur Catelin. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Voilà, il s'agit de délibérer sur la programmation annuelle de la politique de la ville. Il y a une petite nouveauté par rapport aux années précédentes, c'est que les actions de réussite éducative sont dorénavant financées dans le cadre du PRE, du programme de réussite éducative, et qui est porté aujourd'hui par le CCAS de la ville. Donc les actions de réussite éducative ne figurent plus dans cette programmation politique de la ville, mais il reste cependant les actions qui ont trait à l'emploi, à la parentalité, aux loisirs éducatifs pour les jeunes, au séjour, et puis à ce très beau projet qui a démarré il y a maintenant plus de 2 ans et qui donc va se terminer, Opus, qui permet à des enfants d'apprendre la musique avec des professionnels de l'Orchestre national de Lille. Voilà, donc cette programmation, elle représente pour la ville un budget de 27 894 €. Et pour l'État, parce que l'État effectivement soutient grandement la politique de la ville, c'est 59 350 €. Bien, je n'ai pas vu qu'il y avait de questions sur ce sujet. Qui est contre? Qui s'abstient et qui est pour? Je vous remercie de votre unanimité. Madame Émilie Boulet, je vous passe la parole pour vos délibérations. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, la première délibération concerne la carte scolaire 2025-2026. Par courrier en date du 11 mars 2025, le directeur académique des services de l'éducation nationale a informé Monsieur le maire de 4 retraits de poste à l'école Marie Curie, Jules Ferry, Marcel Pagnol et Joséphine Baker, et 2 ajouts de poste à l'école Victor Hugo et Léonard de Vinci en élémentaire. La ville de Marcq-en-Barœul s'inscrit dans le même mouvement de baisse des effectifs scolaires que celui constaté au niveau départemental. Entre 2017 et 2024, les effectifs scolaires du premier degré sont passés de 230 000 élèves à 202 000 élèves, soit une baisse de 12% en 5 ans. Les projections fournies par l'Éducation nationale et corroborées par notre propre analyse indiquent une baisse des effectifs de 80 élèves dans les écoles publiques de Marcq durant cette année. Nous aurons en 2025 1869 élèves contre 1953 en 2024. Pour la rentrée 2025, le nombre moyen d'élèves par classe sera de environ, selon les projections, 22,5 élèves contre 23 en 2024. Dans ce contexte, on ne constate donc pas de classes surchargées. Nous travaillons bien sûr conjointement avec les services de l'éducation nationale sur une mise en valeur de nos écoles. Néanmoins, ces actions ne corrigeront pas la faiblesse des naissances constatées à Marcq-en-Barœul, comme au niveau national. Nous avions en 2022 427 naissances, en 2023 316 naissances, soit une baisse de 25%. Nous resterons néanmoins vigilants et demanderons le réexamen de la situation des écoles Curie, Ferry, Pagnol et Joséphine Baker au regard des effectifs réels à la rentrée 2025. Je vous remercie. Très bien. Alors, qui demande la parole? Monsieur Crépel. Madame Odile Vidal-Sagné, pardon, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames les adjointes, Messieurs les adjoints,
chers collègues, mesdames et messieurs. Notre groupe dénonce les 4 fermetures de classes aux écoles primaires. Comme déjà proposé les années précédentes, ce pourrait être l'occasion pour la municipalité de montrer un soutien aux enseignants dans ces écoles. Certains maires vont plus loin qu'une délibération pour conserver la totalité des classes de leur commune. Excusez-moi, on a eu des informations effectivement en commission sur l'évolution du nombre des élèves. Mais pour nous, ça pourrait être l'occasion de pouvoir mieux encadrer les élèves par une diminution du nombre d'élèves par classe et tout le monde y gagnerait, y compris les enseignants. Alors nous nous réjouissons par ailleurs de l'ouverture de 2 classes, une à Léonard de Vinci et une à Victor Hugo. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2024, il y avait une fermeture de classe à Léonard de Vinci et en 2025, on voit une ouverture de classe. Cela ne permet pas aux enseignants de travailler sereinement. Après, j'en ai discuté avec certains enseignants qui disent la personne qui s'en va, c'est le dernier arrivé, quoi. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir forcément qui travaille pas de manière sereine. Il s'en va et l'année d'après, il voit que le poste est réouvert et il ne peut pas postuler. Nous souhaiterions plus de continuité dans les conditions d'enseignement, mais nous comprenez bien que cela ne dépend pas uniquement de la mairie, nous en sommes bien conscients. Merci de votre attention. Oui, merci Madame Odile Vidassagné. Monsieur Valde, vous avez demandé la parole. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, nous souhaitons exprimer notre profond regret face à la tendance préoccupante des fermetures de classes dans les écoles publiques de Marcq-en-Barœul. Si une analyse simpliste pourrait se contenter d'attribuer ce phénomène à une baisse du nombre d'élèves, il est crucial de rappeler que cette situation résulte également d'un décalage entre l'offre éducative et les attentes des parents. Ces derniers hésitent de plus en plus à choisir l'école publique face à l'école privée. L'école européenne également, par exemple, draine les élèves de nos écoles publiques. Pourquoi n'avoir jamais analysé l'impact de cette nouvelle école publique sur les écoles existantes lors du projet? L'amélioration et la valorisation de nos écoles publiques auraient dû figurer parmi les priorités majeures de notre municipalité. Cependant, divers éléments témoignent d'un manque d'investissement à cet égard. L'entretien de nos établissements scolaires n'est plus à la hauteur des exigences. La communication municipale autour des atouts de nos écoles reste pratiquement inexistante. La carte scolaire gagnerait à être assouplie pour permettre un meilleur équilibre. Les menus des cantines scolaires peinent à séduire nos enfants et le manque de dynamisme dans l'organisation des sorties scolaires et bien d'autres manquements encore. Il est regrettable de constater que l'éducation et le bien-être de nos enfants ne figurent plus parmi les priorités municipales et que les fermetures de classes sont acceptées sans réaction appropriée. Il est impératif de replacer l'éducation publique et l'avenir de nos élèves au centre des préoccupations de notre municipalité. Par ailleurs, nous constatons avec perplexité que la mairie a récemment investi de manière significative dans la rénovation de l'école Marie Curie, alors même que les classes y sont sur le point d'être fermées. Cette décision interpelle. Quel est précisément le projet envisagé pour ce bâtiment? Comment justifier de tels travaux dans un contexte de réduction de l'offre éducative publique et d'instabilité budgétaire? Merci pour votre écoute. Merci. Vous répondez quelques instants et moi je répondrai aussi. Merci. Oui, pour répondre à Madame Odile Vidassagné, en effet, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas la ville qui décide des fermetures de classes et on s'est battu avec Monsieur le maire pour défendre les postes. Et c'est parfois difficile quand on a 22 élèves par classe, même en fermant les classes, de se battre. Voilà. Mais on a quand même réussi à avoir deux ouvertures dans 2 écoles. Monsieur Valde, vous dites qu'il n'y a pas d'entretien dans nos écoles. On a un budget tous les ans qui est alloué aux travaux dans toutes nos écoles. Je pense que si vous faites le tour de nos écoles, je ne suis pas sûre que vous l'ayez fait dernièrement, nous avons notamment investi 800 000 € dans nos cours d'école. Nous avons également un PPI sur toutes nos toitures. Donc je pense qu'en termes d'entretien, on n'a pas trop à rougir de ce que nous faisons. Concernant la cantine, nous organisons une commission menu à laquelle je vous propose de venir. Je ne vous ai encore jamais vu, ni Monsieur Tonnel. Les parents sont invités et nous pouvons choisir les menus tous ensemble. À ce jour, nous n'avons pas non plus de retour des parents d'élèves.
En ce qui concerne tout ce qui est activité en dehors, nous avons un dumiste par école. Nous proposons aux écoles de maternelle et de primaire des spectacles. Et nous continuons, d'ailleurs il y a des délibérations en ce sens juste après, les aides pour toutes les sorties, pour les sorties que les enseignants souhaitent. Et nous continuons à offrir aux élèves de CM2 un voyage à la mer à la fin de l'année. Voilà. Je ne veux pas être plus longue, je pense que cela montre quand même le dynamisme de la ville envers nos écoles. Merci. Oui, merci Madame Boulet. Je voudrais rajouter quelques petites choses. Bon, la polémique ne m'intéresse pas beaucoup et je trouve qu'elle est assez dérisoire par rapport à l'enjeu qui est un enjeu national. Ce n'est pas l'enjeu de la ville de Marcq-en-Barœul uniquement, c'est un enjeu national. Il y a une dénatalité qui est constatée partout sur le territoire national français. La presse s'en est fait tellement largement l'écho que c'est, comment dirais-je, un peu curieux de vouloir polémiquer sur ce sujet dans la ville de Marcq-en-Barœul, comme s'il y avait sur Marcq-en-Barœul comment dirais-je, une situation particulière. Elle est particulière dans le fond, puisque comme le disait mon adjointe, tout le monde s'accorde à reconnaître que nos écoles publiques sont remarquablement entretenues. Il suffirait parfois d'aller dans d'autres communes pour faire un petit comparatif que je m'abstiendrai de faire, mais tout le monde s'accorde à le reconnaître, les enseignants en premier, et je pense que le plan pluriannuel d'investissement de la ville est là pour le démontrer. Nos écoles sont entretenues, aménagées, et nous y mettons en plus du personnel, comme l'a souligné mon adjointe. On oublie parfois que la ville de Marcq-en-Barœul est une des très rares communes à mettre une ATSEM par classe et de mettre également des enseignants d'éducation sportive dans nos écoles, de musique, etc. Toutes choses qui ne sont absolument pas obligatoires, que nous faisons. Et j'ai cru entendre M. Val à un moment donné dire que c'était dû à un mauvais entretien de nos écoles et après avoir contesté le fait que nous ayons justement entretenu l'école Marie Curie. Ben nous, on souhaite effectivement faire tout ce que l'on peut pour donner le meilleur cadre possible à nos enfants dans les écoles de la ville de Marcq-en-Barœul. Donc on fait notre devoir, on fait notre travail. Mais pour répondre à ce que disait Madame Odile Vidal-Sagné, je suis d'accord avec vous un peu, Madame Odile Vidal-Sagné, sur le fait que ce dont on a besoin, nous les élus, c'est d'avoir une visibilité à plus long terme. C'est-à-dire que bon, et j'en avais parlé avec le DAZEN que j'ai vu très souvent, tant en ma qualité de maire qu'en ma qualité de président des maires du Nord, puisqu'il était venu me voir et nous avons fait un certain nombre de réunions à l'Association des maires du Nord et sur le territoire pour expliquer à toutes les communes à quel point oui, il y avait une situation de dénatalité qui est loin d'être celle de Marcq-en-Barœul, qui est celle de tout le territoire. Et on est allé avec notre bâton de pèlerin partout sur le territoire pour expliquer ce qui se passait. On a fait des visioconférences, on a expliqué le même problème que celui que l'on vit ici. Nous, ce que nous disons, et ce que l'Association des maires de France également a dit, c'est que on a réitéré auprès de la ministre une proposition de signature d'un protocole d'accord. Et d'un protocole d'accord au niveau national, bien évidemment, qui nous permettrait d'avoir une visibilité sur 3 ans. Ça répondrait, je crois, Madame Odile Vidal-Sagné, à ce que vous dites, et c'est en route, puisque bon, effectivement, à la demande de l'AMF, la ministre est venue, d'ailleurs, c'était le 28 février dernier à Arras, et mon collègue Frédéric Le Turc, qui est maire d'Arras, mais qui est aussi président de l'association des maires du Pas-de-Calais, et qui est coprésident de cette commission éducation à l'AMF, s'est vu confirmer le fait qu'il y aurait vraiment un protocole d'accord de signer, et on est en train de se mettre au niveau national d'accord sur les termes de ce protocole d'accord, pour qu'on ait une vision à moyen terme. Et 3 ans me paraît quelque chose de possible. C'est ce sur quoi nous travaillons. Bon, voilà. Donc, je vous remercie pour les propos que je comprends, Madame Odile Vidal-Sagné, mais qui sont respectueux et constructifs, et puis qui se rapportent de manière objective à ce qui se passe sur Marcq-en-Barœul, et non pas à de la pure incantation. Merci à vous. Oui.
Oui, merci, monsieur le maire. Juste une petite remarque à monsieur Valls. Ça tombe bien que vous parlez des états des écoles. Ce matin, j'étais en commission de sécurité sur Mathis Pagnol, comme on le fait avec monsieur Muche et monsieur Delery. Quand on est sorti de cette commission de sécurité, j'étais avec le lieutenant Tuybens du SDIS, qui me tenait ses propos en disant « Vous êtes quand même à Marc-en-Barœul, vous avez des écoles, vraiment, on vous envie. » Parce qu'il fait d'autres villes au niveau des commissions de sécurité. Et c'est pas ça du tout. Et il dit, vous avez une chance de l'entretien de vos écoles. Et en plus, c'est tombé bien, parce qu'on est arrivé sur l'heure de midi, et quand il a vu tous les AXEM et les étapes qui étaient là, bah oui, c'est aussi un service supplémentaire qu'on fait à nos écoles. Voilà, monsieur Valls. Merci à vous. On va pouvoir passer au vote. Donc il s'agit, parce que en fait dans cette délibération, on regrette bien évidemment. C'est pas une délibération où on approuve. C'est une délibération où on regrette le retrait des postes qui existent. Bon, voilà. Et donc et on souligne quand même. Je le répète, parce que dans cette délibération, vous oubliez de dire aussi qu'il y a un ajout d'un poste à l'école élémentaire Victor Hugo et au scolaire Léonard de Vinci. Bon, voilà. Donc, je voudrais savoir qui est contre cette délibération, qui s'abstient, qui est pour, qui ne participe pas au vote. Allez-y, monsieur. On a manqué de réactivité. Ah ben, alors, je recommence. Qui est contre cette délibération? Voilà, très bien. Qui s'abstient et qui est pour? Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Boulet. La délibération suivante porte sur les accords de réciprocité. Donc, c'est une délibération habituelle qu'on passe tous les ans. Pour rappel, lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, il y a une répartition des dépenses de fonctionnement. Donc, on a plusieurs accords avec des villes de la métropole qui vont d'un montant de 184 € à 1 354 €. Voilà. Donc, il vous est proposé de voter ces montants. Ce sont les mêmes que les années précédentes. Je vous remercie. Pas de demande, je crois, de prise de parole. On peut considérer que c'est voté à l'unanimité, cette délibération? Unanimité? Vous levez la main, alors, parce que comme ça, c'est fait. Merci à vous. Alors, Madame Boulet. La prochaine délibération porte sur le versement du forfait communal aux établissements privés marquois. Pour rappel, nous avons voté par délibération du 16 mai 2023 une convention de partenariat avec les établissements privés. Cette convention est fixée pour 4 ans. Le montant du forfait d'externat était de 923 € par an par élève marquois. Je rappelle que c'est un versement obligatoire. Ce montant est calculé sur le coût moyen d'un élève constaté dans nos écoles publiques. Il s'agit de la deuxième année scolaire à laquelle la convention est appliquée. Il vous est donc proposé de voter le versement de 1 535 872 € pour 1664 élèves inscrits dans le privé. Voilà. Monsieur Crépel, vous avez demandé la parole. Oui, c'est une intervention formelle, mais simplement pour vous dire qu'on a bien noté et apprécié le passage en forfait communal dans la ville et qu'on avait pris certaines habitudes que nous changeons. Et donc sur ce sujet, en tout cas, je m'abstiendrai et je changerai. Voilà, c'est une évolution. Je vous remercie de cette évolution, parce qu'il n'y a pas deux sortes d'enfants à Marc-en-Barœul. Et puis voilà, peut-être qu'un jour, vous voterez cette délibération. Merci à vous. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Crépel, merci à vous. Et puis, je vous dis merci de vous abstenir. Vous vous rendez compte? Bon. Et qui est pour? Merci. Madame Émilie Boulet. Je continue. La prochaine délibération concerne une convention relative à l'intervention d'accompagnement d'élèves en situation de handicap sur le temps de la pause méridienne. Jusqu'à présent, les AESH, salariés de l'éducation nationale et qui intervenaient sur le temps de classe, pouvaient être sollicités, nous le faisions régulièrement, par la ville pour accompagner les élèves sur la pause du midi. Ce coût était supporté par la collectivité.
Depuis la loi du 27 mai 2024, la prise en charge de l'intervention des AESH sur la pause méridienne est assurée par l'État et nous pouvons nous en féliciter. C'est une belle avancée. Il vous est donc proposé de voter cette convention entre la ville et l'Éducation nationale afin d'autoriser un agent de l'État à intervenir lors du temps de la pause méridienne qui est à la base sous la responsabilité de la ville. Pas d'observation, je crois, sur cette délibération. Bien. Qui s'abstient, qui est contre et qui est pour? Je vous en remercie. Alors, on continue. Et les 3 délibérations suivantes, je vais vous les présenter en même temps car c'est des demandes de subvention pour des classes de découverte. Donc la première, c'est une subvention pour l'école Méliès pour un montant de 480 € pour une sortie à Wormhout. La deuxième est une subvention pour l'école Victor Hugo pour un montant de 1 600 € pour une classe de découverte à Stella-Plage. Et la troisième est une subvention pour l'école Notre-Dame de Lourdes pour un montant de 1 600 € pour une classe de découverte à Samoins. Pour rappel, la ville participe à hauteur de 5 à 10 € par élève selon le nombre de jours sur place dans la limite de 1 600 €. Je vous remercie pour votre vote. Et il y a une demande de prise de parole de M. Crépel. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous continuons de penser que le soutien régulier et égalitaire aux écoles privées pour les voyages scolaires défavorise l'activité en direction des enfants des écoles publiques. La règle de l'égalité de traitement devrait être substituée par la règle de l'équité de traitement. Nous nous permettons dans ce conseil de mettre à plat quelques données publiques de l'environnement social des enfants des écoles publiques et privées de notre ville. Qu'est-ce que l'indice de position sociale d'un établissement scolaire? Est un indicateur qui calcule les conditions socio-économiques et culturelles des familles des élèves accueillis. Sur Marc-en-Barœul, donc les données de 2002, font état pour les écoles avec l'indice de positionnement social le plus faible à 91,7 et pour les écoles privées à 161,9, ce qui fait un ratio de 1 à 1,77 d'écart, ce qui quand même permet de prédire un environnement social et en capacité de payer des voyages très différents pour ceux qui sont dans les écoles publiques et les écoles privées. Seule l'école Notre-Dame des Victoires fait un peu exception à cette règle, mais la plupart des écoles de la ville publique sont entre 91 et 107, 3 écoles autour de 130 et toutes les écoles primaires privées et élémentaires sont entre 139 et 161,9, la palme revenant à Janine Emmanuel étant premier régional, premier national, premier à tout, d'ailleurs en 2022 sur les collèges et les lycées aussi. Merci à vous. Et donc, on voulait simplement vous dire que nous voterons contre cette délibération. Merci. D'accord, ok. Celle qui concerne l'école privée. D'accord. Celle uniquement de l'école privée, oui. On est d'accord. Enfin, on n'est pas d'accord, mais... Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaitais redire aussi la position qui est celle de notre groupe, où nous pensons que nous, tous les enfants, marquois, peu importe qu'ils soient scolarisés dans le privé comme dans le public, ils doivent être sur un pied d'égalité et bien évidemment ce qu'on souhaite c'est qu'ils puissent tous aller en classe de découverte parce que bon, vous rappelez les indices de positionnement social, mais je rappelle aussi que dans les écoles privées, il y a des enfants de familles modestes et si ces enfants n'avaient plus cette aide municipale, ils ne pourraient plus demain aller en classe de découverte. Donc voilà, je réitère aussi ce qui a déjà été dit à de nombreuses reprises et je crois que c'est également tout à notre honneur. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les enfants, qu'ils soient scolarisés dans le public comme dans le privé, puissent participer à ces classes de découverte. Voilà. C'est bien de rappeler nos différences. D'une certaine manière, monsieur Crépel, vous rappelez aussi haut et fort que la ville, contrairement à ce que l'on disait, ce qu'on a entendu tout à l'heure, aide tous nos enfants de la même manière dans des écoles privées ou publiques. C'est très important. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon pays, mais vous avez reparlé tout à l'heure de l'école bilingue Janine Manuel. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai le sentiment parfois qu'on ne se rappelle plus des choses. C'est peut-être mon privilège de l'âge, mais cette école, je ne suis pas là pour faire sa pub, mais elle a été inaugurée et voulue
par Serge Charles, certes, mais par Pierre Mauroy. Et ils étaient main dans la main, l'un à côté de l'autre, pour inaugurer cette école. Et donc, aujourd'hui, on arrive à une situation où certains voudraient relancer une guerre entre écoles privées et écoles publiques. Je trouve ça tout à fait dommage. C'est l'école de la République. Ce sont des écoles sous contrat. Tout à l'heure, quand vous avez contesté le forfait, mais c'est une obligation de la loi. Vous vous abstenez, mais je vous le dis très gentiment, M. Crépel, avec du respect d'ailleurs pour vous, mais renseignez-vous auprès de vos collègues dans des villes qu'ils dirigent, ils vous diront qu'ils le votent, ils sont obligés, c'est une obligation légale. Bon. Et donc, je sais pas, il y a un débat ici à Marcq-en-Barœul qui est étonnant, parce que je crois qu'on est le seul à l'avoir. Le forfait scolaire, bien sûr que tout le monde le vote, c'est la loi, c'est l'obligation de la loi. Donc c'est comme si un maire disait, s'il ne le votait pas, il serait repris à l'ordre par la préfecture, c'est impossible. Bon. Et puis là, moi je trouve que bon, c'est notre honneur, enfin je dis il n'y a pas de déshonneur de votre part de ne pas être d'accord avec moi bien évidemment ou avec nous, mais nous, eh bien, on fait la même chose pour tous nos enfants. Il n'y a pas deux sortes d'enfants dans la ville de Marcq-en-Barœul. Voilà. Mais on va donc voter maintenant les délibérations. On va peut-être commencer par celle qui concerne l'école Notre-Dame de Lourdes qui organise une classe de découverte à Samoins en Haute-Savoie. Et donc, qui s'abstient, qui est contre et qui est pour. Merci. Sur les deux autres délibérations qui concernent l'école Victor Hugo et l'école Méliès, qui s'abstient, qui vote contre et qui vote pour. Merci à vous. Alors, Émilie, il y a une dernière délibération, je crois, c'est ça? Non, il y en a encore d'autres, Allez, vas-y. Je vais passer aux délibérations de la culture. La délibération suivante concerne un versement de la somme de 400 € à la Croix-Rouge pour aider la population de Mayotte suite à la catastrophe dont l'archipel a été victime. Nous avons organisé une belle exposition avec l'artiste Kédu et nous avons eu l'idée avec l'artiste de vendre l'affiche dédicacée. Voilà, donc il a été vendu 40 affiches au prix de 10 €. Et donc c'est avec plaisir que nous attendons votre vote pour verser ces 400 € à la Croix-Rouge pour Mayotte. Qui est pour? Tout le monde? Merci à vous. Délibération suivante. La délibération suivante concerne la signature d'une convention de partenariat entre la ville de Marcq et l'association Archipop. La ville poursuit une politique de sauvegarde de son patrimoine sous toutes ses formes. Donc, entre 66 et 96, la ville avait demandé au cinéaste Jean Buisine de couvrir des événements de la ville et 135 films avaient été réalisés. Et donc, ils commencent un petit peu à s'abîmer. Et donc, l'association Archipop de Beauvais se propose de numériser ces films. Et dans le cadre de l'île 3000, l'association prend en charge cette numérisation. Voilà, donc c'est simplement une convention pour autoriser Archipop à numériser nos films gratuitement. Pas de demande de prise de parole. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Ensuite... Et la dernière délibération qui me concerne, c'est une convention de partenariat culturel avec l'association de l'île 3000. On est très heureux de reproduire ce beau partenariat. L'île 3000 propose à la ville de Marcq un nouveau partenariat suite à l'édition précédente en 2022. Cette nouvelle édition aura pour thème Fiesta. Et cela nous permettra d'enrichir notre programmation culturelle avec des expositions, des spectacles, des ateliers créatifs. Voilà, je vous remercie pour votre vote. Alors, tout le monde est d'accord? Et encore une? Oui, non, mais est-ce que tout le monde est d'accord sur cette... Pas de problème, on continue. Vas-y. Et la dernière, cette fois-ci, c'est la bonne. Elle concerne l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 300 € pour l'année 2025 à l'association Procitec qui a pour activité la valorisation, la promotion et la préservation du patrimoine des métiers.
Et cette association nous avait notamment aidé pour l'instruction de plusieurs dossiers comme la corderie. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient et qui est pour? Merci pour Procitec, qui est une très belle association. Voilà, c'est une modeste contribution à leurs efforts, mais c'est important de le mettre en relief. Voilà. Merci Émilie, parce que c'est beaucoup de délibération et donc beaucoup de travail derrière. Pierre Verlet aurait aimé être là ce soir, malheureusement il s'est fait très mal dans le dos et donc il reste chez lui malheureusement ce soir. Il aurait aimé être parmi nous pour présenter cette convention de partenariat avec l'association Droit au vélo, cette association qui s'appelle l'ADAV. Bon. Donc la ville de Marcq-en-Barœul, vous le savez, hein, mène depuis de nombreuses années des actions en faveur de la promotion de la mobilité durable. On l'a vu d'ailleurs encore la semaine dernière avec une très belle réunion pour présenter un peu tout ce qui se faisait dans la ville de Marcq-en-Barœul dans ce domaine. Et donc on travaille beaucoup avec l'ADAV. L'ADAV, elle possède une expertise vraiment remarquable. Moi, je travaille beaucoup également avec cette association en tant que vice-président chargé donc de la voirie. Elle est toujours pleine de bons conseils, de contributions précieuses au débat public. Ce sont des gens toujours très constructifs et qui ont plein de bonnes idées. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir donc mieux comment dirais-je, magnifier notre partenariat en signant une convention avec eux, donc pour tout simplement nous aider dans nos propres réflexions sur le développement du réseau cyclable et de nos actions de sensibilisation à l'éco-mobilité. Voilà, donc ce sont des gens qui travaillent avec nous de manière toujours, et avec tout le monde, de manière très objective, dans le dialogue, sans principe tout fait. C'est vraiment une très 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 belle association. Voilà, je ne sais pas s'il y avait des observations sur cette délibération. Bon, qui s'abstient, qui est contre et qui est pour? 3 000 € pour la DAV et on va signer cette convention. Je passe la parole à Françoise Goub. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Première délibération, la place de la Victoire. Donc, la présentation du bilan de concertation de la place de la Victoire. Souvenez-vous, l'année dernière, au mois de mars, ça fait donc 1 an, on avait voté les modalités de cette concertation. La concertation a eu lieu et aujourd'hui, on va voir le résultat. Je ne reviens pas sur ce qui est concerné place de la Victoire. Souvenez-vous, on en avait amplement discuté. Les bâtiments de l'entrée de la rue Louis Braille qui sont actuellement en réhabilitation et l'immeuble parallèle à la place de la Victoire qui va être démoli pour les raisons qu'on connaît, problème de taille, problème d'isolation, enfin, vraiment des travaux indispensables. Donc, la concertation ayant eu lieu, ce qui a été les premières intentions de Vilogia suite à cette concertation répondaient que je dirais partiellement aux attentes du quartier. C'est Logis Métropole, oui, pardon, je suis fatiguée, excusez-moi. Oui, effectivement, Logis Métropole. Donc, ça a été présenté aux associations du quartier, au comité de quartier. Il y a même eu une réunion publique. Au cours de ces réunions ont été présentés donc les résultats et surtout les grandes orientations du futur projet, porté, je répète, par Logis Métropole, sans me tromper, et qu'il s'agit d'orientation. Il ne s'agit en aucun cas d'un projet complètement ficelé, limite du permis de construire. Absolument pas. Ça reprenait les orientations qui sont, je vous les rappelle, ce qui a été souhaité et que Logis Métropole prendra en compte, une volumétrie maîtrisée, une densité qui permet à la fois de reconstruire ce qui est existant, mais également une certaine mixité sociale, parce qu'il y aura du logement social, mais pas que. Il y aura du LLS également. Ensuite, une emprise foncière qui va rester sur le tènement actuel,
essentiellement. On ne peut jamais dire que le projet, pour des raisons de construction, ne va pas dépasser d'1 mètre sur l'emprise actuelle. Mais le but, c'est de maintenir l'emprise actuelle et surtout de ne pas aller en face. Maintien du stationnement actuel, c'était l'une des demandes. Création d'un îlot végétalisé pour les locataires. Intégration dans le projet d'1 ou 2 commerces. Absence de construction, comme je viens de vous le dire, à proximité de l'école Nikit Saint-Phal, c'est-à-dire de l'autre côté de l'avenue, et des nouvelles plantations en lisière du site. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti de la concertation. Ce soir, on vous demande simplement, c'est l'objet, de tenir compte des éléments qui ont été arrêtés à l'issue de cette concertation. Voilà. Très bien, merci. Qui voudrait prendre la parole? Monsieur Tonnel, allez-y. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs du public, merci de nous laisser la parole sur ce sujet très très important et qui nous chagrine depuis plusieurs mois déjà, vous le savez. 2 choses nous ont très étonnés, nous ont surprises lorsqu'on a lu la délibération qui nous a été proposée. La première chose, c'est le mot concertation. Si on lit la délibération, si on lit le rapport qui nous a été remis, effectivement, on a l'impression que c'est le rêve et que la concertation a été magnifique. Je tiens à rappeler ici de manière tout à fait claire qu'à plusieurs reprises, au sein de la commission urbanisme, nous avons posé la question d'un éventuel projet sur la place de la Victoire. Ceci depuis plusieurs années. Une question a été posée, elle figure d'ailleurs au compte-rendu, quand l'aire de jeu a été déplacée. À chacune de nos questions, la même réponse a été fournie, a été remise, il n'y a pas de projet. Donc comment peut-on parler de concertation alors que les élus que nous sommes, les membres de la commission urbanisme travaux, les membres du conseil municipal ici présents, ont été totalement bafoués. Nous n'avons jamais été informés, jamais la commission ne s'est penchée réellement sur le projet et jamais on ne nous en a informés. En fait, ce qui se passe, à défaut de concertation, c'est qu'en fait tout le monde a appris la genèse de ce projet de manière un peu ubuesque. Alors, on se doutait bien, vu les remontées que nous faisaient les riverains, que des géomètres travaillaient sur place, que des plans étaient en train d'être élaborés, que des mesures étaient prises, et les remontées des riverains étaient quotidiennes. Donc effectivement, on se disait bien qu'il y avait un projet. Donc concertation, il n'y en a pas eu, ça c'est certain. Il n'y a eu qu'une information de manière descendante, que ce soit au comité de quartier ou lors des différentes réunions publiques. Et nous sommes convaincus que si la mobilisation des riverains n'avait pas été forte, n'avait pas été dure, n'avait pas été aussi puissante, le projet qui aurait été soumis au vote aurait été un projet en l'état sans que personne n'ait son mot à dire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui nous a interpellés en lisant la délibération, c'est un peu l'étonnement. On pourrait dire ça de manière gentille, comme ça. Oui, l'étonnement. Bon, on a choisi à nouveau, on s'est déjà exprimé sur le cabinet Urba. On pourrait reprendre mot pour mot ce que nous avions dit à l'époque sur le quartier du Pont et le quartier de la Briqueterie. Effectivement, l'enquête menée par Urba nous fournit des conclusions qui sont impressionnantes. La prochaine fois, posez la question directement aux riverains, ou même pas besoin de payer un cabinet comme Urba. Effectivement, on a bien compris que les Marquois souhaitent moins de densité dans les futures constructions, oui. Ils veulent plus de fluidité dans la circulation. Ils n'en peuvent plus des embouteillages de l'avenue Foch et de la rue Duquesne, ça c'est certain. Si on avait besoin d'une étude de la société Urba pour le savoir, il faut sortir un peu. Ils souhaitent plus d'espaces verts, plus de parking, moins d'incivilité et plus de sécurité. Ok, conclusion très intéressante de la société Urba. Donc, comme je l'ai rappelé il y a quelques secondes, lors du lancement de l'enquête, nous avions fait part de nos doutes. Ils se sont avérés très justes. En conclusion, la concertation, il faut arrêter d'en parler, il faut la faire vraiment. C'est ce que nous appelons de nos vœux, ce soir, de manière importante.
Nous tenons compte, bien sûr, comme nous le demande la délibération, des observations et remarques présentées. Toutefois, nous n'arrêtons pas le projet défini dans sa nature et préférons nous positionner après la publication des permis, dont je suppose que nous ne manquerons pas de discuter en commission. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Tonnel. Monsieur Crépel, vous vouliez prendre la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, après bien des débats, des avancées et des reculs, nous considérons au final que la proposition retenue est un progrès pour notre ville. Nous resterons attentifs quant au relogement des résidents actuels de la place de la Victoire sur la place de la Victoire. Ce projet est dans la ligne de notre programme municipal de reconstruire la ville sur elle-même dans l'intérêt de tous. La création d'un lieu type maison du projet pourrait être un lieu d'accalmie, de transparence, d'échange, d'information, de démocratie et d'amélioration du vivre ensemble autour de ce projet qui va améliorer la situation globale du quartier. Notre groupe prend acte de la concertation et souhaiterait voir naître une maison du projet. Nous voterons pour cette concertation, cette délibération. Merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur Crépel. Quelques mots. D'abord, moi, je vais vous dire une chose, Monsieur Tonnel. Vous essayez d'exister sur ce dossier-là en faisant un peu de mouvement, de moulin à vent, parce que ce problème a été évoqué en toute transparence et en toute concertation avec les riverains. Et je vais même me souvenir un peu de cette réunion qui a eu lieu ici. Il y en a eu deux. Une première qui s'est déroulée dans l'agressivité, dans l'irrationnel, que tout le monde a critiqué d'ailleurs, entre nous soit dit, le nombre de retours que j'ai eu de gens choqués par ce qui s'était passé. Mais bon, je rappelle qu'après cette réunion, j'ai rencontré l'association qui s'était créée. J'ai fait une réunion ensuite avec la société Logis Métropole, le comité de quartier, l'association, dans la salle donc, du Ken qui est ici, pour en discuter. Ils ont présenté les orientations nouvelles. Vous y étiez d'ailleurs, je crois, à cette réunion. Et puis, nous avons continué à discuter avec les uns et avec les autres. J'ai rencontré beaucoup de gens du quartier qui, au-delà du fait qu'ils étaient profondément choqués par l'attitude de certains et par le rôle de petit télégraphiste d'autres, m'ont dit, Monsieur Gérard, on sait très bien que voilà, la vie elle est faite de discussions et qu'on va trouver ensemble une solution. On a fait ici une réunion, une dernière réunion, dans le cadre de cette concertation préalable. On est très loin d'un permis de construire. Et je rappelle comment elle s'est terminée, cette réunion, par des applaudissements à tout rompre. Par des applaudissements. Voilà. Et les gens ont dit merci. Et d'ailleurs, ils m'ont dit d'abord merci, l'association, en sortant de la salle du Ken, en disant merci, Monsieur Gérard, on a été écoutés. Et ici, ça a été la même chose. Les gens m'ont remercié et les gens ont applaudi. Donc aujourd'hui, évidemment, Monsieur Tonnel, peut-être que vous trouvez un peu tout penaud, et pour essayer d'exister, vous allez distribuer les délibérations, les projets de délibération dans le quartier, le soir même de la réunion de la commission, en racontant ce que vous avez envie de raconter. Bon. Je n'ai qu'une parole. Je n'ai qu'une parole. Et ce qui a été décidé, c'est comme ça que les choses se passeront. Donc nous sommes, on pourrait même peut-être passer le plan. Bon. Il y a un plan masse aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y avait un problème. Les gens ne voulaient pas qu'on aille en face. Vous avez parlé tout à l'heure d'aire de jeu déplacée. On n'a pas déplacé l'aire de jeu. On en a créé un deuxième. Il faut faire attention à ce que l'on dit, parce qu'à force de raconter des mensonges, on se prend les pieds dans le tapis. Il y avait la cour de récréation où on a refait un nouvel aire de jeu et on a considéré que quand il n'y avait pas la classe, pourquoi pas l'ouvrir au public. Je me suis engagé à ne pas aller sur le parking d'en face. C'est clair, c'est net, c'est précis. Que les gens ouvrent grand leurs oreilles. C'est clair, c'est net, c'est précis. J'ai dit aussi que le petit square qui existait historiquement, il resterait même là.
et que comme ça on pourrait constituer quelque chose de plus important. Voilà ce que j'ai dit. Après sur le reste, voilà ce qu'on a présenté. On a présenté le bâtiment. Vous voyez le ténement avec la rue. De l'autre côté, il y a un espace vert, il y a une contre-allée, il y a du parking. Voilà. Ça restera. Après, moi, je ne peux pas vous dire contractuellement que, premièrement, il n'y a peut-être pas un arbre qui est malade ou un arbre qu'il faudra peut-être enlever. Je n'en sais rien. Mais comme je ne suis pas un menteur, il faut bien laisser dans tout projet une petite marge de discussion, de valeur, comment dirais-je, une petite marge de souplesse. On n'en sait rien. Admettons qu'il faille bouger un mur ou je ne sais quoi. Mais voilà ce qui est prévu. Et voilà ce qu'on fera. Pointe à la ligne. Donc vos petits mensonges, vos petites carabistouilles aux gens que vous rencontrez, hein, essayez de mettre le feu partout où vous allez aujourd'hui dans la ville de Marcq-en-Barœul, uniquement parce qu'il y a des élections l'année prochaine et que vous essayez désespérément de trouver des arguments, vous qui en aurez sans doute beaucoup de mal à en trouver, parce que quand même les gens savent bien ce que l'on fait dans la ville, eh bien ils verront cette photo-là. Voilà. Et cette photo-là, c'est ce qu'on va faire. D'accord ? Voilà. Donc, allez raconter ce que vous voulez aux gens, allez leur faire peur, voilà, attiser les peurs des gens. Bon, c'est peut-être les méthodes de certains, mais ce n'est pas notre méthode. Voilà. Et quand je vois les gens et les remerciements et ce qu'ils nous disent, voilà, on est plutôt aujourd'hui plutôt remerciés, félicités, encouragés. Bon, après, le reste, la polémique, on ne pourra jamais l'empêcher. Il y a des gens qui en vivent. Et puis, il y a des gens qui essayent de construire une ville plus humaine, plus à l'écoute des uns et des autres. Et puis ceux qui se demandaient ce qu'on allait faire, ils ont déjà la preuve en voyant les deux tours qui sont au bout, qui sont en cours de réhabilitation. Le dossier suivra son cours et puis ce sera une très belle réalisation comme nous en faisons régulièrement dans la ville de Marcq-en-Barœul. Voilà. Donc les choses sont très claires et je remercie M. Crépel. Moi, vous savez, M. Crépel, qu'il y ait quand le dossier sera... Vous voulez peut-être adhérer à notre majorité, M. Crépel, non ? Non, je sais bien que non. N'allons pas jusque-là tout de suite. Non, mais, M. Crépel, vous parlez d'une maison du projet. Bon, moi, je ne sais pas, mais on en avait parlé. Bon, je me dis que dans les boutiques qui existent, il y a un moment donné, il y a des boutiques qui sont vides, peut-être qu'il y a un moment donné, on pourra présenter le projet d'une manière ou d'une autre. Mais bien évidemment, je crois qu'il faudra continuer à avoir un suivi de ce dossier comme on le fait. Mais la concertation, j'ai même oublié de dire qu'il y a même eu ici, je le dis pour le public, moi aussi, puis pour la presse, je le rappelle, il y a même eu un conseil municipal, j'allais dire une commission générale, conseil municipal privé, où la société Logis Métropole est venue expliquer ici son dossier de A à Z. Donc voilà, les réunions, elles ont eu lieu, la concertation, elle a eu lieu. Aujourd'hui, c'est une concertation préalable. Nous devons tout simplement en prendre acte parce que nous l'avons faite. Bon, voilà. Et donc, après, le dossier va poursuivre son cours et dans le respect de ce que nous avons prévu et dit. Qui est contre cette délibération ? Vous êtes contre, tous les deux? Très bien. OK. Et donc, qui s'abstient et qui est pour? Merci à vous. Il s'agissait de tenir compte de la synthèse des observations et remarques présentées. Voilà. Alors, on va continuer. Madame Goub. Merci, Monsieur le maire. Donc, parlons maintenant de la modification du PLU. Donc, le 28 juin 2024, le PLU 3 a été adopté, mais de nouveaux besoins de modification sont apparus, d'où le lancement d'une procédure d'évolution de ce PLU afin d'apporter des corrections ou des ajustements mineurs. Ça concernait donc l'intégralité du PLU de la MEL. La commune était concernée, elle, par 4 sujets. Premier sujet, la modification du zonage de la rue de Bondu à proximité de l'IME. Il s'était trompé au niveau de la rédaction, il y avait eu un changement de zonage qui était simplement une erreur matérielle. Donc ils l'ont rectifié. Ensuite, deuxième chose, il y avait un emplacement réservé sur la route de Menin
à partir de la rue Gabriel-Péry en partant vers Bondu pour un potentiel élargissement de la rue. Donc une réserve était mise à cet endroit-là. Il est bien évident que la route ne sera pas élargie. On a planté au centre et la rue de Menin n'a pas vocation à devenir une voie rapide urbaine, donc n'aura pas besoin d'être élargie. On a fait les pistes cyclables de part et d'autre, ça a été planté au milieu, donc ça n'avait plus aucune raison d'être pour cette réserve. Ensuite, là aussi c'est purement technique et la ville est concernée sur le papier mais pas dans la réalité vraiment, étant donné que la zone du Cheval Blanc est classée en zone U, ça devient une zone UX parce que, selon le PLU, on estimait que c'était trop restrictif parce qu'il y avait seulement du commerce possible. Donc il fallait changer le zonage en un peu plus large que du simple commerce. Quand je dis qu'on n'est pas vraiment concerné, c'est que c'est déjà complètement planté. Enfin planté, tout est implanté, pardon. Donc il n'y a aucune possibilité de mettre autre chose. Donc c'est simplement encore un écrit. Et enfin, dernier sujet qui concerne la ville et qui là est très, très intéressant, c'est la mutation du parc d'affaires du Château Rouge. On va pouvoir changer le zonage, ce qui va permettre d'arriver à une zone urbanisée mixte. Donc, non seulement on pourra faire des bureaux et il y aura des bureaux qui seront conservés, mais il pourra en plus y avoir un peu de logement. Ça devient donc du mixte. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ça a été très, très, très long. Monsieur le maire a souhaité très longtemps près de la Melle, en incitant, étant donné que le site est bien situé, à proximité du tramway, à proximité des autoroutes. Donc c'est intéressant pour du bureau, mais c'est également intéressant pour du logement. Donc avec ce zonage, il va y avoir quelques transformations au niveau des hauteurs. Les hauteurs vont un peu baisser, on va passer de 22 à 16 mètres. Et le stationnement, vu le changement de zonage, va aussi être augmenté. En bureau pur, c'était une place pour 80. Sur une zone telle qu'elle est prévue maintenant, pour 80 mètres carrés, pardon, ce sera une place pour 50 mètres carrés. Donc, il y aura obligatoirement plus de stationnements qui seront possibles. Sachant aussi que demeure l'obligation d'être un peu reculé par rapport à l'autoroute, mais ce seront les bureaux qui seront placés là. S'il y a du logement, ce serait plutôt derrière. Attention à ce que je vous dis, ce sont des généralités, il n'y a absolument rien, je vais faire plaisir à Monsieur Tonnel, il n'y a absolument rien de prévu, sachant simplement que ça permettra éventuellement d'avoir en plus du logement. Donc, il vous est simplement proposé dans cette délibération d'émettre un avis favorable sur ces 4 changements. Bien, Monsieur Crépel, vous avez demandé la parole. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, comme nous l'indiquions lors du passage de la première délibération, à peine votée et en vigueur, le PLU 3 faisait déjà l'objet de demandes de modification. Les principales demandes vont dans le sens des attentes de la ville que nous ne partageons pas entièrement. Nous nous étions, à l'époque, opposés aux demandes lors du Conseil du 26 novembre dernier. Heureusement, nombre d'entre elles n'ont pas été retenues. Nous souhaitons revenir sur le projet de transformation de la zone économique du Château Rouge en zone mixte. Nous saluons ce projet qui permettra de la mixité alors que des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux sont inoccupés dans l'agglomération lilloise. Cette modification nous donne de bons espoirs de voir arriver la même chose sur la friche Carambar afin de pouvoir y construire de l'habitation pour désintensifier les constructions prévues à ce jour en entrée de ville au pont. Nous portons attention à la ville quant à l'éventuel projet de démolition. Ils sont coûteux, énergiques et créent de nombreux déchets. Pour nous, les meilleures situations sont celles comme les transformations faites rue d'Elsenserie, où il y a eu une transformation de bureaux en habitation, qui allie transformation et maintien des structures béton.
Les principales demandes de la ville qui nous déplaisaient n'ont pas été retenues par la MEL à ce jour. Pour ce qui concerne la zone nord de notre ville, au-delà du pavé stratégique, la MEL n'acte pas les demandes de la majorité. Nous rappelons que nous proposons de rendre aux terres agricoles le foncier du bâtiment Geldrive, acquis par la commune. Désurbaniser une zone pour lui permettre de retrouver son usage originel serait un acte courageux, très lourd de sens. À l'heure où le dérèglement climatique fait de plus en plus de ravages, il faut savoir tirer apprentissage et oser revenir en arrière pour déconstruire. Contrairement à nos habitudes sur le plus numéro 3, vis-à-vis des positions de la commune, pour mettre en valeur le projet de transformation de la zone d'affaires du Château Rouge et le rejet ou le report des modifications au-delà du pavé stratégique, nous nous abstiendrons car les modifications retenues vont dans le sens d'une adaptation réaliste du bâti de notre commune. Merci à vous. Je vous remercie, Monsieur Crépel. Je vous propose que nous votions cette délibération. Qui s'abstient ? Qui s'abstient? Qui est contre et qui vote pour? Merci. Alors, ici, une délibération toute simple qui concerne un terrain rue de Paris avec Logis Métropole. Et c'est un tout petit espace vert qui est entretenu par la ville, qui est un délaissé entre guillemets de Logis Métropole. Et pour régulariser la situation, puisque nous l'entretenons, Logis Métropole nous le cède à titre gratuit et prend même en charge les frais de mutation. Je continue, je suppose. Quatrième délibération, mais protocole d'accord transactionnel avec Monsieur et Mme Tassard. Lorsque l'on a fait les travaux à la ludothèque rue Raymond de Reims, la maison mitoyenne a vu apparaître quelques fissures. Il y a donc eu une discussion avec les voisins donc de la ludothèque et on est arrivé à un accord pour payer la restauration, la réhabilitation de leurs murs où il y avait apparition de quelques fissures. C'est 1 500 €, c'est ça? Non, c'est un peu plus quand même. C'est 8 500, oui. C'est 8 500, mais bon, ça a été un accord et c'est pris en charge par la Suisse. Très bien. Merci. Bien, sur les dernières délibérations de Madame Goub, est-ce qu'il y avait des demandes de prise de parole? Qui s'abstient? Qui est contre et qui est pour ces dernières délibérations? Je vous en remercie. Alors, je passe la parole à Madame Catherine Jonquet pour ces délibérations. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce soir, je vais vous présenter 3 délibérations. La première concerne Rigolo comme la vie, le concessionnaire qui a été retenu par la ville pour les 2 structures, la Petite Buissonnière et la Buissonnière. Pour rappel, la Petite Buissonnière, c'était suite à l'incendie de la Buissonnière, cet incendie vraiment en état d'achèvement de travaux et la volonté de Monsieur le maire de pallier à cet événement dramatique en mettant en place 20 places dans l'urgence pour pallier à cet incendie. Ensuite, évidemment, il y a eu la reconstruction et donc la création des 37 places qui avaient été décidées. Puis au final, l'accord de Monsieur le maire pour que les 57 places soient validées par le conseil municipal. On a donc fait un gain de 20 places supplémentaires. Et le concessionnaire doit faire un rapport et ce rapport, il a été transmis pour l'année 2023 tardivement, et ça, Monsieur l'Herbier va vous en expliquer le pourquoi. C'est vraiment par rapport à l'exigence du service des finances qui a été vraiment extraordinairement pointilleux, mais c'était une volonté pour la ville que tout soit en règle, et du coup, ce rapport 2023 ne vous est présenté qu'aujourd'hui. Oui, effectivement, nous étions à
a vérifié que le contrat était bien respecté. On avait mis des conditions. Ces conditions n'étaient pas respectées. On a effectivement reçu ces personnes plusieurs fois. Ces conditions financières. Financières. Oui, financières. Je vais revenir après. Non, je parle au nom des finances, effectivement. Les conditions financières n'étaient pas totalement respectées. Donc on a creusé un peu et en fait on s'est mis d'accord et effectivement ils ont cédé sur certains points qui étaient juste d'une réaffectation des sommes qui n'étaient pas bien présentées en fait et on a fini par avoir gain de cause. Mais vous avez raison, monsieur le maire, de dire que du côté de la qualité d'accueil, on est complètement satisfait. Les 20 places de la petite buissonnière, ça a tout de suite très bien fonctionné puisqu'ils avaient pris un an d'avance pour fonctionner. Et quant à la structure plus importante avec les 37 places et les places dédiées à l'accueil de l'enfant en situation de handicap, eh bien, il y a eu un énorme effort de la structure pour pouvoir être en lien avec les référents du handicap et avoir se faire connaître et avoir un taux de remplissage qui est nécessaire pour eux dans leur fonctionnement parce qu'on leur a mis aussi un objectif sur ce taux de remplissage. Au jour d'aujourd'hui, il y a 7 enfants accueillis dans la structure, enfants en situation de handicap. Je ne sais pas s'il y a des questions. On va continuer les délibérations. Ok, la deuxième délibération, c'est un règlement de fonctionnement des établissements du jeune enfant. Alors c'est vraiment pour être en conformité avec la CAF, on a mis à jour le règlement de fonctionnement de toutes les structures petite enfance de la ville. Et du coup, ce qu'il faut retenir de cette révision du règlement, c'est qu'on a acté le déménagement et la mise en place du RPE. Donc c'est vraiment le lieu de référence petite enfance qui s'est installé rue du Ken et qui fait que toutes les demandes des familles passent par le RPE, que ce soit pour nos structures municipales, mais que ce soit également pour avoir toutes les informations sur les assistantes maternelles, les structures privées. On a dans ce lieu d'accueil RPE quelque chose d'unique, un guichet d'ailleurs qu'on appelle guichet unique pour la petite enfance. Et puis j'ai encore une délibération qui concerne, elle, une bourse humanitaire dont on a discuté en commission pour attribuer une somme de 300 € à 7 jeunes qui avaient fait la demande de la bourse humanitaire. Mais il y avait 6 Marquois, donc on a fait une côte mal taillée en disant qu'on mettait 50 € par jeune investi dans le scoutisme. Alors ce sont des scouts de France et les jeunes qui ont fait cette demande sont bénévoles auprès des louveteaux depuis de nombreuses années et on fait un projet pour l'été prochain au Pérou. Et donc voilà, c'est la demande de cette subvention que je vous présente au montant de 300 €. Voilà, monsieur le maire. Bien, je remercie beaucoup Catherine. J'ai vu qu'il n'y avait pas de demande de prise de parole. Je voudrais dire un petit mot. D'abord, remercier bien sûr Catherine pour la présentation de ces délibérations. L'investissement qui a été le sien, notamment pour la buissonnière et la petite buissonnière, mais surtout, comment dirais-je, mettre en lumière le travail exceptionnel qui a été celui de Marguerite Chassaing depuis de nombreuses années au sein de la ville de Marcq-en-Barœul, avec un investissement très très fort, notamment sur ce sujet. Parce que bon, dans une vie professionnelle, connaître un incendie d'une structure qui est à peine terminée, voilà, je pense qu'il y a des valeurs très fortes aussi qui ont été imprimées dans notre politique, tant je sais à quel point Marguerite Chassaing est quelqu'un qui est impliqué sur tout ce qui touche à la famille. Et je voudrais, en votre nom à tous, la remercier infiniment parce que donc Marguerite va nous quitter pour suivre son mari dans de nouvelles affectations professionnelles. Et donc, je voulais, en votre nom à tous, la remercier très chaleureusement. Je pense même qu'on peut peut-être l'applaudir tous ensemble. Voilà. Bon, elle est toute rouge, mais ne prenez pas feu. Hein. Bon, merci beaucoup. Alors, maintenant, il faut voter quand même. Donc, la première délibération concerne ce rapport d'activité du concessionnaire, donc sur la buissonnière, la petite buissonnière, qui s'abstient, qui est contre et qui est pour. Merci à vous.
sur la révision du règlement de fonctionnement des établissements du jeune enfant municipaux, des jeunes enfants municipaux. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour? Merci. Et l'attribution d'une bourse humanitaire à l'association des scouts et guides de France, qui s'abstient, qui est contre et qui est... Ah, qui s'abstient? Attendez. De France. Attendez, qui s'abstient? Ah, pardon. Tout le monde est pour? Non, il est contre. Vous êtes contre? D'accord. Bon. Vous êtes tout seul à être contre ou d'autres? Votre groupe? Tout seul, voilà. Bon. Ils sont durs avec vous. Bon, alors, merci beaucoup. Voilà, je vais passer la parole à Alain Chastan. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, il m'appartient de vous présenter deux délibérations, j'allais dire, qui sont relativement formelles, qui reprennent pour l'une la présentation du RSU. Le RSU, c'est le rapport social unique. C'est une obligation légale chaque année de présenter un RSU qui, j'allais dire, reprend un certain nombre d'indicateurs de la vie de la collectivité. Pyramide des âges, temps de travail, mouvement, promotion, budget, rémunération, formation, action sociale, protection sociale complémentaire, conditions de travail, handicap, relations sociales. Bon, c'est un rapport, j'allais dire, vous avez dans les pièces jointes une synthèse de ce RSU que je vous invite, moi, à lire de façon très attentive parce que c'est vraiment une photographie de la collectivité qui vous permet, j'allais dire, de mieux l'apprécier, de vous rendre compte un peu du nombre de TP, des équivalents temps plein et j'allais dire, de l'évolution de notre collectivité, de la vie au quotidien. La deuxième délibération, beaucoup plus récurrente, c'est le tableau des effectifs permanents. Il s'agit là aussi de toiletter à un moment donné de telle façon à avoir une image un peu plus fidèle de la situation de nos agents. Tout ça répond, si vous voulez, lorsque on travaille avec les lignes de gestion sur les promotions internes ou sur les avancements de grade, à un moment donné, il faut créer des postes. On en crée de telle façon, assez largement, de telle façon, parce qu'on ne sait pas le nombre de promus qu'on aura au bout du compte. Et lorsque ces promotions et ces avancements de grade ont eu lieu, il appartient également de les supprimer le moment venu. Et on refera la même chose lors des prochaines promotions internes et avancements de grade qui auront lieu au mois de juin. Voilà, Monsieur le maire. Bien. Je pense qu'il n'y avait pas de demande de prise de parole sur ces délibérations. Elles sont acceptées à l'unanimité. Merci à vous. Alors, Monsieur Hélard, je crois maintenant. Voilà, Monsieur Hélard, vous avez la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, trois délibérations concernant des demandes de subventions exceptionnelles récurrentes. Une première demande concerne donc la réalisation au centre de ligue des Hauts-de-France de tennis d'un tournoi Tennis Europe, donc qui a été organisé du 4 au 11 janvier 2025 pour les joueurs et joueuses d'élite nationale de moins de 14 ans, 128 joueuses et joueurs qui venaient de 15 nationalités différentes et qui seront les pépites du tennis international de demain. Depuis sa création en 1990, ce circuit donc international est un tremplin pour les sportifs les plus prometteurs, des légendes comme Ivan Lendl, Steffi Graf, Roger Federer ou donc Caroline Garcia ont débuté leur carrière sur ce circuit international. Donc c'est une demande de subvention pour soutenir donc cet événement au même titre que les autres partenaires institutionnels. Deuxième demande également récurrente, c'est donc la réalisation par le comité du Nord de tennis d'un événement tennistique important, donc réalisé du 9 au 11 janvier au niveau du centre de ligue de la Ligue des Hauts-de-France de tennis, de manière parallèle avec le tournoi international U14. C'était la 5e édition d'une étape du circuit international de tennis fauteuil U18 qui a mobilisé 18 joueuses et joueurs de tennis issus de
10 pays mondiaux. Donc cette délibération s'inscrit dans la dynamique sport, santé, inclusion, parasport de la ville de Marcq. Une subvention exceptionnelle est proposée pour soutenir cette manifestation. Et c'est également, cette délibération, c'est le moment effectivement et l'occasion de changer notre regard sur le handicap et de revendiquer le droit à la différence pour l'ensemble de ces sportifs. Un moment et un événement avec des moments d'émotion, de bonheur partagé, de leçons de vie également pour les valides et une leçon d'intégration pour ces tennisman en fauteuil. Et ce tournoi a été l'occasion également pour la Ligue de signer une convention avec l'association Warrior Enguerrand afin de soutenir la lutte pour les cancers pédiatriques. Et donc la Ligue des Hauts-de-France est une magnifique vitrine et un excellent ambassadeur de la ville de Marcq-en-Barœul pour ces événements sportifs. Et une troisième demande de subvention pour la section de football adapté de l'Olympique Marquois Football, qui sera soumis également à votre approbation. L'Olympique Marquois Football, je rappelle, c'est un club qui a été créé en 1921. C'est le club le plus important de la Ligue des Hauts-de-France de football, avec ses 1093 licenciés et une section de football à 7 qui est née en 2013 avec 40 sportifs en situation de handicap mental. Ils utilisent d'ailleurs nos installations de manière concomitante avec les footballeurs valides. Déjà 5 titres de champion de France au crédit de la section de football adapté de l'Olympique Marquois Football. Et cette section s'est qualifiée pour les phases finales du tournoi de ce football adapté qui se déroulera à Nice du 28 mai au 1er juin afin d'espérer un nouveau titre de champion de France de Division 1. Je rappelle qu'ils ont été champions de France de football adapté en 2017, 2018, 2022, 2023 et 2024. Donc une subvention exceptionnelle est proposée pour soutenir la participation de la section de sport adapté du parasport, parafootball aux phases finales du championnat de France organisé par la Fédération française de sport adapté. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Merci, Monsieur Hélard. Sur ces délibérations, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Qui s'abstient? Qui vote contre et qui vote pour? Je vous remercie de votre unanimité. Je passe la parole à Monsieur Jean-Louis Munch. Merci, Monsieur le maire. Alors, 2 délibérations. La première, le fait d'avoir voté en début de séance la délibération relative au versement du forfait communal aux établissements privés ne nous empêche pas de travailler ensemble quand il s'agit d'optimiser nos dépenses sur des thématiques qui pourraient nous être communes. Donc, il s'agit ici notamment de du marché relatif à la commande et à la livraison de repas en livraison froide pour les élèves de classe maternelle et élémentaire. En fait, c'est une délibération, une convention de groupement de commandes qui nous permettra d'optimiser les coûts à la fois pour nos écoles publiques et également pour les écoles privées. La deuxième délibération, c'est l'adhésion à la centrale d'achat du syndicat mixte Val d'Oise numérique. Alors pourquoi le syndicat mixte Val d'Oise? En fait, la complexité du matériel informatique et la diversité des matériels font qu'il est difficile de mettre en place une centrale d'achat. Et en fait, pour cela, il faut essayer d'avoir une centrale d'achat qui comporte les lignes d'achat qui soient compatibles avec nos matériels. Et il en est ainsi pour le syndicat mixte du Val d'Oise numérique qui regroupe donc un certain nombre de communes, d'autres communes du Nord d'ailleurs. Voilà, donc c'est une centrale pareille, optimisation de l'achat du matériel. Bien, mes chers collègues, mon premier adjoint auquel rien n'échappe me fait remarquer qu'il y a une petite erreur de plume dans l'intitulé de la délibération sur la convention de groupement de commandes, puisqu'il est marqué qu'il s'agit de la livraison de repas en livraison froide. C'est bien sûr en liaison froide, et c'est tel que cela doit être en liaison froide que c'est écrit dans la convention elle-même. Donc il n'y a pas de problème, mais on corrigera simplement cette erreur de plume, si vous le voulez bien. Bon, est-ce qu'il y avait des demandes de prise de parole sur ces 2 délibérations? Pas de demande de prise de parole. Qui s'abstient? Qui est contre? Et qui est pour? Je vous en remercie. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Véronique Savignac,
qui va nous parler de sa délégation de la promotion de l'égalité homme-femme. Merci, Monsieur le maire. Donc ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter l'aboutissement du projet de logement d'urgence dédié aux femmes victimes de violences conjugales. Donc c'est un sujet qui faisait partie du projet qui avait été présenté aux Marcoises et aux Marcois par la liste Servir l'avenir en 2020, voilà, pour faire un petit peu d'histoire. Et il s'inscrit dans la politique d'insertion sociale et professionnelle de la ville. Donc on sait que malheureusement les violences conjugales demeurent un fléau. Il y a encore eu 93 féminicides en 2023. Jusqu'à ce jour, la ville de Marc-en-Baronne intervenait ponctuellement en offrant un hébergement hôtelier. Et la solution qui est proposée aujourd'hui va plus loin en partenariat avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles, c'est-à-dire le CIDFF. Donc la ville souhaite proposer un hébergement temporaire pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales en mettant un logement à disposition du CIDFF. Mais ce n'est pas qu'un logement qui sera proposé par le CIDFF, c'est aussi un accompagnement global, personnalisé de la femme victime afin qu'elle sorte de ce logement après avoir reçu un soutien qui sera social, qui sera psychologique, qui sera juridique et professionnel. En effet, tous ces éléments sont incontournables pour reconstruire une personne. Donc les femmes victimes seront repérées par le CIDFF ou par le CCAS ou par les travailleurs sociaux. Un dialogue d'entrée sera réalisé par le CIDFF et un bilan de sortie sera réalisé. Au bout de 6 mois, donc une sortie du logement est prévue, mais cette durée peut être renouvelée en fonction de la situation de la victime. Chaque accompagnement aura un coût de 2 000 € qui comprennent des entretiens juridiques, des entretiens psychologiques, l'accès à un groupe de parole. Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans la convention qui est jointe, qui est passée entre la ville de Marc et le CIDFF. Elle prendra effet à dater de ce jour, si vous acceptez de voter la délibération, jusqu'au 30 juin 2026. Et je tiens également à remercier chaleureusement le club Soroptimiste International de Roubaix-Tourcoing qui soutient également ce projet en finançant l'acquisition d'appareils d'électroménager. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de mettre un logement à disposition du CIDFF afin d'accueillir les femmes victimes de violences conjugales. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Je crois que Madame Vidal-Sani a demandé la parole. Je vous prie. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, Mesdames les adjointes, Messieurs les adjoints, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Nous nous réjouissons de la création d'un logement d'accueil pour femmes victimes de violences afin que celles-ci puissent continuer à vivre dans de meilleures conditions. Et donc, nous aurions aimé avoir un retour sur le dispositif Angela qui avait été présenté par Madame Savignac il y a quelques mois en conseil municipal. Bien sûr, on ne demande pas un retour aujourd'hui, mais peut-être avoir un petit peu, savoir si ça a fonctionné ou pas. Merci de votre attention. Merci Madame. Bon, ça c'est en commission, vous pourrez en discuter bien évidemment. Mais je voudrais remercier Véronique Savignac pour ce travail vraiment remarquable en lien avec le Centre d'information des droits des femmes, qui est un remarquable partenaire. Et je pense que c'est toute la valeur ajoutée également qu'on apporte à ce projet. Il ne s'agit pas simplement de mettre un logement à disposition, il s'agit de mettre également tout un accompagnement en place. Je remercie ce travail vraiment tellement humain, tellement riche, tellement essentiel et tellement d'actualité également. Et je profite de l'occasion pour remercier Marie-Pierre Jansens qui, à l'origine, avait travaillé sur ce dossier, a passé le flambeau à Véronique, qui s'est mis tout de suite au travail. Et je vous en remercie l'une et l'autre. Et ça me fait très plaisir de voir que ce dossier puisse aboutir aujourd'hui dans des conditions aussi belles et aussi humaines et donc très positives. Merci à vous tous. Merci à Madame Sagnier pour ses encouragements. Voilà. Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? C'est une très belle unanimité. Merci à vous.
Alors, juste encore un tout petit mot. Je voudrais dire qu'il y a une deuxième personne qui va nous quitter du service municipal. Alors, c'est pas la débandade, hein, n'ayez crainte. Hein. Bon, c'est tout simplement Monsieur Thibault Nougin. Monsieur Thibault Nougin va nous quitter pour travailler dans un cabinet d'avocats. Bon, je le comprends. Je le regrette parce que c'est quelqu'un de formidable qui nous a apporté énormément de valeur ajoutée sur nos dossiers avec des analyses juridiques d'une très grande pertinence. Et donc, je le remercie devant vous tous aujourd'hui. Voilà. Et puis, il faut terminer avec un petit peu d'humour aussi. Monsieur Nougin, donc, je pense que ça fait 3 ans que vous êtes à peu près ici, si j'ai bonne mémoire. Alors, vous êtes avocat, vous avez passé le concours d'attaché d'administration. J'ai dit que je vous comprenais parce que, dans le fond, je me rappelle qu'un de vos prédécesseurs avait travaillé en 1979 à la ville de Marcq-en-Barœul, avait passé le concours d'attaché, avait failli rester dans la ville comme fonctionnaire municipal, est allé voir Serge Charles un jour en lui disant Monsieur le maire, je vais vraiment regretter de ne pas tenter ma carrière d'avocat alors que j'ai le diplôme. Vous êtes venu me dire exactement la même chose. Alors peut-être que faudra attendre un petit peu, hein, mais peut-être que dans 18 ans, eh bien, comme moi en 2001, vous aurez peut-être une nouvelle destinée encore dans la ville de Marcq-en-Barœul. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite parce qu'il faut toujours se renouveler. Merci à vous de tout notre cœur. Je vous propose qu'on l'applaudisse aussi. Merci à tous. Ce conseil est terminé. Je vous invite tous au pot de l'amitié qui est servi dans la salle du fond.